Fermez les yeux une seconde et imaginez-vous vous promener dans votre quartier. Le bruit des voitures, le vent contre les fenêtres, les pas des voisins que vous croisez sans vraiment les regarder. Vous passez devant une maison, puis une autre, une troisième. Rien ne semble anormal. Tout paraît tranquille, paisible. Et pourtant, quelque part derrière une porte comme celle que vous voyez tous les jours, quelqu'un pourrait être en train de cacher son dernier crime. Peut-être un voisin, peut-être un collègue, peut-être quelqu'un assis juste derrière vous dans le bus, ou devant vous dans le fil du supermarché. Des personnes qui, dans l'ombre, vivent une double vie. Des personnes qui peuvent sourire tout en dissimulant un monstre silencieux. C'est cette possibilité, minuscule mais réelle, qui réveille en nous un frisson profond. Pourquoi sommes-nous fascinés par ces individus qui franchissent l'impensable ? Pourquoi regardons-nous leur histoire encore et encore, comme si quelque chose en nous cherchait quelque chose dans leur regard ? Voici une descente dans un territoire où la raison vacille, dans ce qui nous attire et nous effraie, dans l'âme des tueurs en série et dans la nôtre. Depuis plus de 100 000 ans, l'être humain raconte des histoires de danger. Des créatures de la nuit, des prédateurs, des monstres cachés dans les bois. Ces histoires n'étaient pas faites pour divertir, elles servaient à survivre. Le cerveau primitif adore les récits qui parlent de mort, de menaces, de comportements imprévisibles. Il nous pousse à écouter attentivement pour apprendre comment éviter le danger. Les tueurs en série modernes sont les héritiers de ces monstres ancestraux. Sauf que cette fois, ils ne vivent pas dans la forêt. Ils vivent dans nos villes, nos immeubles, parfois juste à côté. Les tueurs en série les plus terrifiants ne sont pas ceux qui paraissent monstrueux, non. Ce sont les ordinaires, les imprévisibles, les discrets. John Wayne Gacy animait des anniversaires pour enfants, déguisé en clown. Il avait un jardin impeccable, des relations sociales, une entreprise prospère, et sous sa maison, des corps empilés dans la terre. Jeffrey Dahmer, lui, vivait dans un appartement banal, dans un immeuble infesté d'odeurs, de disputes, de négligence. Personne n'a remarqué que ces mêmes murs abritaient l'un des crimes les plus glaçants de l'histoire américaine. Des voisins passaient devant sa porte, entendaient parfois un bruit sourd et continuaient leur vie sans savoir. Israel Key, l'un des tueurs les plus organisés de l'histoire moderne, avait une particularité terrifiante. Il enterrait des kits de meurtre. Corps, armes, sacs, outils. Partout aux États-Unis. Dans des seaux en métal enterrés dans la nature. Il prenait l'avion, louait une voiture, déterrait un kit, puis chassait quelqu'un au hasard, sans mobile, sans colère, sans émotion. Le plus glaçant, c'est que chacun d'eux menait une vie apparemment normale. Travail, voisinage, interaction sociale. Des vies qui auraient pu être celles de n'importe qui. Des vies
qui leur permettait de se dissimuler derrière un masque d'humanité. Et c'est peut-être ça qui nous trouble le plus. Le monstre n'a pas toujours l'air d'un monstre. Lorsqu'un tueur en série est arrêté, quelque chose se produit. Il cesse d'être simplement une personne. Il devient un symbole, un personnage, un mythe. Le public cherche à comprendre. Les journalistes cherchent des titres. Les réalisateurs cherchent des images. Les écrivains cherchent des explications. Jacques l'Éventreur, dont l'identité reste inconnue, est peut-être le meilleur exemple. À l'époque, la presse londonienne transformait déjà son histoire en feuilleton. Chaque meurtre devenait une sensation. Chaque lettre, soi-disant écrite par le tueur, nourrissait la légende. Charles Manson est lui devenu une icône contre-culturelle. Une caricature vivante du mal charismatique. Ses yeux fous, sa rhétorique délirante, son emprise sur ses disciples ont créé une figure presque mythologique. Engin a inspiré plus d'œuvres que n'importe quel autre criminel. Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux. 3 univers, 3 monstres différents, tous nés d'un seul homme. La société transforme les criminels en symboles des peurs de leur époque. Parce qu'un symbole est plus facile à affronter qu'une réalité complexe. Ce n'est pas leur violence qui nous fascine, c'est leur humanité. Ou plutôt, la manière dont elle s'effondre. Les tueurs en série ne naissent pas vides, ils le deviennent. Parfois progressivement, parfois brutalement. Certains étaient des enfants brisés par la violence domestique. D'autres ont grandi dans un silence glacial, sans affection, sans repère. Quelques-uns ont développé des fantasmes déviants très tôt. D'autres ont basculé qu'à l'âge adulte, après un choc personnel, un rejet, une humiliation. Tous, cependant, ont franchi une frontière invisible, un point de non-retour. Le psychologue Robert Risley, créateur du terme serial killer, disait « Le monstre n'est pas né monstrueux, il s'est construit. » Cette construction progressive est de ce qui nous fascine parce qu'elle nous oblige à nous poser une question terrifiante. Qu'est-ce qui les a fait basculer ? Et si quelqu'un d'autre, dans les mêmes conditions, pouvait devenir pareil ? Et si ce quelqu'un pouvait être n'importe qui ? Partie 5. Les documentaires True Crime ne cessent d'exploser. Pourquoi ? Parce que notre cerveau adore la combinaison suivante. Danger plus sécurité plus mystère plus explication. Chaque épisode, chaque affaire nous donne un petit shoot de dopamine. On découvre un indice. On avance dans l'enquête. On pense comprendre l'esprit du criminel. On se sent intelligent. On se sent impliqué. On se sent en sécurité, alors même qu'on regarde l'horreur. C'est un frisson contrôlé. Un vertige domestiqué. Une peur apprivoisée. Et c'est cette peur apprivoisée est devenue une industrie mondiale. Il existe une zone dont on parle rarement. Une zone trouble, dérangeante, inavouable. Parfois, en entendant le récit d'un criminel,
Une émotion étrange se glisse en nous. Pas de la compassion pour ses actes, mais une forme d'empathie pour l'enfant qu'il a été, pour la souffrance initiale, pour la blessure originelle. Cette empathie involontaire est dérangeante, parce qu'elle brouille les lignes. Elle nous rappelle que ces personnes, avant de sombrer dans l'horreur, étaient humaines, trop humaines. Et peut-être ce qui nous terrifie, c'est qu'une part de cette humanité leur ressent notre peur. Alors, qu'est-ce que tout cela dit de nous? Que nous cherchons à comprendre l'ombre pour mieux rester dans la lumière? Que nous voulons percer l'inconnu pour éviter d'y être engloutis? Que nous observons le crime pour nous convaincre que nous ne franchisserons pas la frontière? Et peut-être aussi que l'abîme nous attire, parce qu'il murmure quelque chose d'essentiel. Tu es humain, et le mal fait partie de l'humanité. Cette exploration n'avait pas pour but de glorifier les tueurs, encore moins leurs crimes, mais d'observer ce qui se cache sous la surface, les ombres, les mécanismes, les raisons, les non-dits. Si ce voyage vous a touché, si vous avez ressenti ce mélange de fascination et de malaise, si vous souhaitez continuer à explorer les recoins sombres de l'esprit humain, alors abonnez-vous. Ici, nous descendons ensemble, lentement, prudemment, au cœur de l'abîme. Et si cette vidéo vous a éclairé, ou même un peu troublé, laissez un like. C'est une lumière dans cette obscurité que vous m'envoyez. À bientôt dans les profondeurs.